Bonjour and good afternoon. Before starting this presentation, I would like to inform you that we will be presenting in French. Don't you worry, because we'll be recording the webinar as well as adding subtitles, and we'll be sending this recording to all the people that registered to the webinar. Donc, commençons. Merci d'assister aujourd'hui à ce webinaire sur la loi AGEC. Au cours des prochaines 30 minutes, nous vous fournirons un aperçu complet des implications de cette législation, ainsi que ce que cela signifie pour l'industrie de la mode. Donc, lors de cette discussion, vous découvrirez l'importance pour vous de comprendre cette loi, les principaux concepts à retenir, les indicateurs clés de la loi AGEC, les défis à la conformité à la loi sans le soutien d'experts. Et enfin, nous répondrons à des questions que vous nous avez envoyées avant ce webinaire. Et je tiens aussi à rappeler que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire sur ce chat. Nous y répondrons directement et nous vous enverrons les réponses par email après le webinaire. Donc, nous représentons Bicom, qui est la plateforme spécialisée dans la gestion de la durabilité et aussi la solution complète pour l'industrie de la mode. Nous cherchons à créer des chaînes d'approvisionnement plus responsables, mais aussi apporter plus de transparence au client final. Nous voulons faire de la durabilité le plus facile à comprendre, mais aussi le plus facile à mettre en œuvre. Donc, je suis Daniela, représentante des ventes chez Bicom. Et Mathilde, ingénieure en environnement chez Bicom. Donc, pourquoi est-il important pour vous de comprendre la loi AGEC? Donc, en fait, la France agit comme un précurseur dans l'adoption de la législation européenne en matière de développement durable. Cette loi impacte non seulement les entreprises françaises, mais aussi celles qui opèrent sur le territoire français. Plus spécifiquement, la loi AGEC concerne le secteur de la mode, donc englobant les vêtements, les textiles, le linge de maison et les chaussures et les emballages ménagers. Les producteurs et les importateurs et tout autre acteur impliqué sur le marché de ces produits se doivent de respecter la loi AGEC. Donc, il s'agit d'une loi qui est mise en application progressivement et que même si vous n'êtes pas concerné aujourd'hui, il est très probable que demain, vous devriez vous y conformer. Et aussi, quelle que soit la taille de votre entreprise, il est important de s'aligner avec les objectifs ambitieux de l'Union européenne et de rester en conformité avec la réglementation. Mathilde, c'est quoi en fait la loi AGEC? Alors, la loi AGEC est la loi française relative à la lutte contre le gaspillage et pour une économie circulaire. Elle est constituée de 130 articles et a été promulguée en 2020. Lors de ce webinaire, nous allons nous intéresser notamment à l'article 13 de cette loi qui vise à harmoniser, encadrer et clarifier les allégations environnementales pour une meilleure compréhension par les consommateurs. L'objectif de cet article est de fournir des informations plus claires, plus précises et accessibles sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets. Donc, dans la pratique, les fabricants doivent publier une fiche produit dématérialisée sur leur site web ou sur une page dédiée détaillant ces qualités et caractéristiques environnementales des produits qu'ils vendent en France. Donc, quand est-ce que cette loi entre-t-elle en vigueur et quels sont les délais pour se conformer? Donc, comme l'a dit Daniela, l'article 13 de la loi AGEC a une entrée en vigueur progressive avec plusieurs paliers. Le premier palier était le 1er janvier 2023 et à partir de cette date, les plus grosses entreprises, donc les entreprises ayant un chiffre d'affaires annuel de plus de 50 millions d'euros et plaçant sur le marché national un minimum de 25 000 unités, devaient déjà se conformer à l'article 13 de la loi AGEC. Le deuxième palier, c'était en début de cette année, au 1er janvier 2024. Toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel était de plus de 20 millions d'euros et mettant sur le marché national un minimum de 25 000 unités ont commencé à être également concernées. Et le troisième palier sera au début de l'année prochaine, au 1er janvier 2025. Ce seront enfin toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 10 millions d'euros et plaçant sur le marché national un minimum de 10 000 unités. Donc, pour l'instant, toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 10 millions d'euros et placent moins de 10 000 unités sur le marché français
ne sont pas concernés, ne seront pas concernés par les prérequis de cette loi. Donc, quelles catégories de produits doivent se conformer à la loi AGEC et pourquoi le fonctionnement des REP en France est-il important pour comprendre cette loi? Donc oui, en fait, l'article 13 de la loi AGEC est basé sur le système de REP en France, donc de responsabilité élargie du producteur. C'est un système qui est basé sur différentes filières de gestion des déchets liés à certains produits. Donc, cela fonctionne sur le concept du pollueur-payeur et les fabricants des produits que vous pouvez voir inclus dans les catégories sur la droite doivent contribuer financièrement à la gestion des déchets liés à leurs produits. Également, les fabricants s'organisent autour d'éco-organismes qui sont des organismes sans but lucratif agréés par les pouvoirs publics. Donc, pour les deux REP auxquels on va s'intéresser aujourd'hui, celle des produits textiles d'habillement, linge et chaussures ou filière TLC, l'éco-organisme est Refashion. Et pour celle des emballages ménagers, nous avons plusieurs éco-organismes, notamment Citeo et l'Eco, qui vont fournir des informations nécessaires à la communication de certaines des données exigées par la loi AGEC. Donc, quels sont ces indicateurs clés de la loi AGEC? Alors, pour nos deux REP, les indicateurs à communiquer sont les suivants. Premièrement, la traçabilité qui correspond à la capacité du fabricant à identifier, suivre et tracer les matériaux tout au long de sa chaîne d'approvisionnement. La libération de microplastiques lors du lavage, qui va concerner surtout les textiles. L'incorporation de matières recyclées, donc le pourcentage de matériaux recyclés à l'intérieur du produit. La présence de substances dangereuses ou préoccupantes, qui sont des substances finalement qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé humaine. La recyclabilité, à ne pas confondre avec le contenu en matière recyclée, puisque la recyclabilité concerne la fin de vie du produit et comment ce produit va pouvoir être géré en tant que déchet. Et enfin, la possibilité de réemploi, de réutilisation d'un produit pour le même usage. Donc, selon la REP, certains indicateurs sont obligatoires et d'autres non. Pour la filière TLC, textile d'habillement, linge et chaussures, les indicateurs obligatoires selon le décret de mise en application de l'article 13 sont la traçabilité, les microplastiques, l'incorporation de matières recyclées, la présence de substances dangereuses et la recyclabilité. Pour la recyclabilité, pardon, l'éco-organisme en charge de la filière, donc Refashion, a publié un communiqué expliquant que l'application cumulative des 5 critères mentionnés dans le décret pour la recyclabilité, donc, que nous verrons dans les slides suivantes, n'apportait pas de justification réglementaire à l'apposition d'une quelconque mention de la recyclabilité sur les TLC. Donc, pour l'instant, c'est un indicateur qui n'est pas obligatoire pour la communication sur la fiche produit. Pour les emballages ménagers, les indicateurs sont l'incorporation en matière recyclée, les substances dangereuses, la recyclabilité et la possibilité de réemploi. Et donc maintenant, on va rentrer plus en détail sur ces indicateurs mentionnés. Et puis, vous verrez sur votre droite un exemple d'étiquetage par Bicom. Donc, commençons avec la traçabilité qui concerne les vêtements, linge et chaussures. Les informations de traçabilité à mentionner sont les zones géographiques de certaines des étapes de la chaîne d'approvisionnement des produits. Donc, les étapes concernées dépendent de la catégorie de produits. On a pour les vêtements et le linge de maison les étapes requises, dont la mention de l'origine est requise, sont l'étape de transformation du matériau, que ce soit le tissage, tricotage ou non tissé, l'étape de teinture ou impression, c'est-à-dire l'étape de finition, et la confection. Alors que pour les chaussures, qui de manière générale a une chaîne d'approvisionnement plus complexe, les origines requises ne sont que le piquage, le montage et la finition. Donc, on ne redescend pas jusqu'à la transformation du matériel. À noter que dans le cas de produits multimatériaux,
où des étapes auraient lieu dans plusieurs pays différents. La zone géographique à indiquer doit correspondre au pays où la plupart des procédés sont effectués, c'est-à-dire elle doit correspondre au pays où est transformé, si l'on parle de vêtements, le matériau principal. Pour les microplastiques, on sait que le port et le lavage de textiles fabriqués à partir de fibres synthétiques contribuent à la libération de microplastiques. Et donc, il est important de noter que si un produit contient plus de 50% de fibres synthétiques, celui-ci, lors du lavage, donc celui-ci doit déclarer la libération de substances, pardon, excusez-moi, celui-ci doit être explicitement déclaré. Donc, cette déclaration précise que le produit libère des microfibres plastiques dans l'environnement pendant le lavage. Pour l'incorporation de matières recyclées, c'est le contenu recyclé au niveau de la plastique qui doit être mentionné. Il y a deux options de mention. La première est entièrement recyclée dans le cas où tous les matériaux du produit sont 100% recyclés. Et la deuxième option est produit contenant au moins tant de pourcentage de contenu recyclé dans le cas où un seul des matériaux est recyclé ou le matériau principal contient seulement un pourcentage de matière recyclée et pas à 100% recyclé. Les mentions négatives ne sont pas obligatoires, mais elles peuvent être incluses volontairement par le producteur. Donc, pour la présence de substances dangereuses, l'ECA, qui est l'Agence européenne des produits chimiques, va définir ces substances dangereuses, préoccupantes et aussi appelées SVHC au regard du règlement REACH. Donc, tout produit dont la concentration va dépasser 0,1% en masse de substances dangereuses doivent déclarer et être étiquetés comme contient une substance dangereuse ou contient une substance extrêmement préoccupante. Cet étiquetage doit aussi inclure la liste des noms de chacune de ces substances dangereuses contenues dans le produit. Donc avant de passer aux deux derniers indicateurs qui concernent finalement que les emballages ménagers, il est intéressant de se demander comment vont pouvoir cohabiter les données, les qualités caractéristiques environnementales du produit avec celles de l'emballage. Donc, comme vous pouvez voir sur la droite, notre proposition est pour ne pas surcharger votre e-commerce ou le Smart Label qui va être lié à un QR code, notre proposition est de mentionner les emballages applicables aux produits dans le cas de la vente en ligne ou en boutique et d'ensuite rassembler toutes les caractéristiques environnementales des emballages dans un guide des emballages qui permettra de centraliser l'information et de gérer beaucoup plus facilement tous les emballages que sûrement vous réutilisez pour plusieurs de vos produits. Donc, pour le critère de recyclabilité, qui va être obligatoire pour les emballages, en fait, l'emballage doit répondre à 5 différents critères de recyclabilité pour pouvoir mentionner justement sa recyclabilité. Les critères sont, premièrement, il doit exister une collecte efficace sur tout le territoire français qui permette à la population de pouvoir laisser son déchet dans des points de collecte locaux. Le déchet, l'emballage doit pouvoir être facilement trié et orienté vers sa propre filière de recyclage. Il ne doit pas y avoir d'éléments ou de substances affectant le tri ou le recyclage de cet emballage. La matière recyclée doit pouvoir représenter au moins 50% du déchet collecté. Et enfin, il doit exister une possibilité de recyclage à échelle industrielle. Donc, la réponse à ces critères peut être un peu compliquée. Donc, elle est facilitée par les éco-organismes, donc Citeo et l'Eco, qui vont fournir toutes les informations nécessaires aux fabricants pour pouvoir savoir si leurs emballages répondent à ces critères ou non. Et enfin, pour la possibilité de remploi, un emballage réutilisable est conçu pour être utilisé au moins une fois de plus pour un même produit. Si l'emballage n'est pas réutilisable par nature, et exemple au cas contraire un tote bag, le producteur doit se charger de créer un programme de collecte pour des emballages pour leur réutilisation afin de pouvoir mettre cette mention emballage réutilisable. Et enfin, les emballages réutilisables dans le secteur de la vente au détail de produits de mode doivent comporter l'étiquette emballage réutilisable.
Donc, quels sont les défis à se conformer à la loi sans le soutien d'experts? Donc, en fait, la collecte et la communication de données, d'informations, de traçabilité peut être difficile à gérer. La loi exige une mise à jour constante, ce qui demande un suivi rigoureux, collection après collection. Comprendre ces textes législatifs, c'est un travail laborieux sans le soutien d'un expert. L'utilisation de numérisation afin de pouvoir visualiser ces informations requises. Donc chez Vicom notamment, nous pouvons vous aider à collecter et centraliser ces données et puis ensuite générer un QR code afin de pouvoir le partager et l'intégrer sur votre e-commerce. Et bien évidemment, sans le soutien d'experts, les entreprises peuvent partager des informations erronées, ce qui peut mener à des problèmes juridiques et voire même nuire à la réputation. Donc, bon, nous passons aux questions-réponses. Comme je disais au début, nous allons répondre à des questions qui nous ont été envoyées avant ce webinaire. Mais je tiens quand même à rappeler que vous avez encore le temps de poser vos questions à travers le chat et que, comme je disais, nous y répondrons après ce webinaire en vous envoyant les réponses par email. Donc, qui est responsable de la mise en œuvre de la loi AGEC? Donc, les responsables de la mise en œuvre sont les producteurs, les importateurs et tout autre metteur sur le marché français des produits concernés. Donc, les producteurs sont définis comme toute personne morale ou physique qui conçoit ou fait concevoir ou fabriquer un produit et le vend sous son propre nom ou sa propre marque. Donc, au regard de cette définition, les distributeurs peuvent aussi entrer en qualité de producteurs et de être responsable donc, de la mise en œuvre de la loi AGEC. Quand devons-nous mentionner les substances dans notre produit et comment? Donc, les substances préoccupantes ou substances dangereuses, aussi nommées SVHC, doivent être mentionnées si leur pourcentage massique est supérieur à 0,1% à l'échelle du produit. Donc, dans le cas-là, la mention contient une substance dangereuse ou contient une substance extrêmement préoccupante doit être apposée. Et également le nom des substances présentes. Quels sont les documents nécessaires à la traçabilité de certains matériaux comme le cuir? Alors le cuir et les articles en cuir sont un peu spécifiques au regard de la loi AGEC puisqu'ils ne rentrent pas tous dans la REP des TLC, des textiles d'habillement, linge et chaussures, notamment les articles 100% cuir ainsi que les sacs et ceintures de manière générale en cuir ou autre ne sont pas inclus dans la REP. Donc si vos articles correspondent à cette définition, vous n'êtes pas obligé d'apposer la fiche produit de manière dématérialisée. À l'inverse, si vos produits sont des chaussures ou des vêtements avec un pourcentage inférieur à 100% de cuir, vous devez vous conformer aux exigences de la loi AGEC pour la filière TLC. Ces exigences doivent-elles être affichées de manière visible sur le produit physique? Alors non, de manière visible non, mais de manière accessible. Le décret mentionne notamment l'accès à une fiche produit dématérialisée, accessible par voie électronique, qui doit être mise à disposition du consommateur sur un site ou une page Internet dédiée. L'idée, c'est que le consommateur ait accès facilement à ces informations au moment de l'acte d'achat, que ce soit concernant le produit qu'il achète ou l'emballage qui lui est donné au moment de l'achat. C'est pour ça que nous proposons chez Vicom de rendre cette information disponible via un QR code et également sur votre e-commerce par une intégration. Donc voici un exemple d'étiquetage de Bicom. Donc vous verrez une étiquette papier où le QR code vous ramène à la fiche produit avec les indicateurs mentionnés tels que la traçabilité, les microplastiques, les contenus recyclés, etc. mentionnés et des informations complémentaires. Donc, quelles sont les conséquences d'une non-conformité? Alors, la non-conformité ou le non-respect des règles mentionnées à l'article 13 de la loi AGEC entraîne des amendes qui peuvent aller jusqu'à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. De manière générale, la transgression des lois nuit à la réputation des marques et
et nous vous recommandons de vous conformer le plus rapidement possible à la loi AGEC, également pour préserver votre avantage concurrentiel et, et votre image. Cette loi est-elle déjà en vigueur et est-ce qu'elle est applicable hors de France? Donc oui, la loi est entrée, a été promulguée en 2020, en février 2020, et le décret d'application de l'article 13 en particulier est entré en vigueur en 2022, avril 2022. Et selon les paliers de mise en application de la loi, selon votre chiffre d'affaires, il se peut que vous soyez déjà obligé de vous conformer à la loi AGEC. Donc la première date à laquelle certaines entreprises ont dû se conformer était le 1er janvier 2023. 1er janvier 2024, déjà, les entreprises de taille plus petite doivent commencer à se conformer et à partir de 2025, toutes les entreprises ayant plus de 10 millions de chiffre d'affaires et plus de 10 000 unités sur le marché devront se conformer de manière générale. Euh, Ensuite, la loi AGEC n'est pas applicable hors de France, mais certains prérequis du DPP, qui est le passeport numérique de produits, qui est en train d'être défini au niveau européen, correspondent aux prérequis de la loi AGEC, notamment la traçabilité, la composition, les substances dangereuses. Donc, le fait de collecter ces informations vous avancera sûrement au moment de devoir vous conformer aux prérequis du DPP. Et enfin, comment mesurer les impacts et obtenir le passeport numérique des produits de DPP? Oui, alors comme je disais, le passeport numérique des produits est proposé par la Commission européenne, donc ce n'est pas la même chose que l'étiquette AGEC. C'est basé sur une proposition de règlement sur l'éco-conception pour des produits durables. Ce règlement, on est encore à l'état de proposition et donc les indicateurs du DPP n'ont pas encore été officiellement annoncés. Mais vous vous conformez aux prérequis de la loi AGEC simplifiera sûrement votre conformité future au DPP. Bon, il reste encore 6 minutes, mais bon, pour conclure ce webinaire, j'aimerais vous rappeler que même si vous n'êtes pas concerné par la loi AGEC, la réglementation européenne évolue inévitablement vers des mesures imposant la transparence vers le consommateur final. Et il sera donc essentiel à l'avenir de disposer d'outils vous permettant de partager ces informations à votre communauté de manière simple et efficace et rapide aussi. Donc, chez Bicom, pardon, nous voulons fournir et nous fournissons cette aide dont les marques ont besoin. Donc, voilà, nous vous remercions pour votre attention et puis ben, on vous souhaite une bonne journée aussi. Merci beaucoup.